Gioiarda Sapienza, rendez-vous à Positano. Son pas captivait tous les regards quand elle descendait les quelques marches qui menaient au rivage où une barque l'attendait pour prendre le large, ou quand, au retour, à 1 heure de l'après-midi au plus tard, Nicolas, le fils de Lucibello dit la Schimia, le singe, le plus vieux et le plus hardi des anciens pêcheurs de Positano, qui s'était mis comme tous les autres à louer parasols et chaises longues, l'aidait à descendre de son embarcation et suivait d'un regard ébahi ce pas sur le tapis de planches qui faisait un salon intime de l'antique crique pierreuse. À chaque fois, Nicolas avait le souffle coupé par ce merci à peine murmuré par 2 lèvres au dessin harmonieux, peut-être trop pleines pour être parfaites. Le garçon ne pouvait s'empêcher de la regarder jusqu'à ce qu'elle disparaisse, accélérant à peine le pas, en remontant par le grand escalier parmi la foule trop fébrile et agitée, les hommes toujours en caleçon, les femmes dans leur tenue de plage trop colorée pour soutenir la comparaison avec son sobre paréo ou ses pantalons. Le garçon ne l'avait jamais vue se baigner, et pourtant il la servait depuis qu'il était enfant, ruminait-il tout en sautant dans la barque de la princesse pour aller l'amarrer. Se baigner avec elle, qu'est-ce qu'il aurait donné pour ça? Et il lançait un dernier regard d'envie aux amis qui l'entouraient toujours comme un petit contingent fidèle, la protégeaient ou l'éloignaient de tous. Pouvoir être l'un d'eux, pensait-il en remettant la barque en ordre et ramassant avec soin les objets précieux que ses vénards oubliaient toujours, une crème, une montre, un bracelet. La princesse le faisait rêver. Combien il en avait vu de comtesses, duchesses et princesses, mais celle-là. Nicolas rêve, étendu sur le plancher de la barque bien ordonnée, son corps brun lové au soleil, sa tête léonine sur son bras musclé mais à la peau encore tendre d'enfant au creux des aisselles. Longeant, légère et assurée, la véranda de la Buca di Baccio, à cette heure-là pleine de monde pour l'apéritif, Erika survolait, distraite, tous ces visages qui immanquablement se tournaient pour la regarder. Et si quelquefois son regard s'arrêtait un instant, c'était pour saluer d'un petit geste Antonio et Michele, 2 vieux serveurs du bar qui la connaissaient depuis qu'elle était enfant. « Alors tu m'as menti, Antonio, tu la connais. Elle t'a salué. Un peu maigre à mon goût. Qui est-ce » demanda un jeune homme très bronzé au sourire étincelant. « C'est pas quelque chose pour vous, Dotto, si je peux me permettre. Regardez autour de vous. Vous ne les voyez pas, toutes ces filles en fleurs ? Bien sûr, fleurs de saison. » « Comment fleurs de saison ?» insiste intrigué le garçon, ne serait-ce que parce qu'il connaît de réputation les répliques amusantes, sfiziose comme on dit à Naples, du serveur en chef de la Buca di Baccio, et il est impatient d'en entendre au moins une pour ensuite la raconter à ses amis dans le long hiver de Milan. Mais oui, elles ne durent qu'un été. Elles viennent là en juin, elles fleurissent en août, et puis elles disparaissent, fanées avec les premières pluies. Récolte magnifique cette année, profitez-en, Dotto. Le raisin n'est pas toujours de même qualité. Oui, mais cette femme-là, celle-là, c'est quelque chose de spécial. Il en est une tous les 100 ans, et peut-être qu'il n'en naîtra plus. La nature a perdu le môle. Mais, comme je vous ai dit, ce n'est pas pour vous. Tu sais que tu m'offenses ? Que dites-vous ? Ce n'est pas pour vous faire offense. Mais il lui en faut plus. Rien que l'an dernier, mademoiselle Erika refusait un duc anglais. Ah, elle n'est pas mariée ? Pourtant, elle ne m'a pas semblé si jeune. Elle est veuve depuis 3 ans, et n'a aucune intention de se remarier. Quel âge a-t-elle ? Elle a des enfants ? Elle n'a pas d'enfants. Quant à l'âge, qui peut savoir ? Et allez, bien sûr que tu le sais, j'ai vu avec quelle douceur elle t'a salué. Écoutez, Dotto, je ne suis pas pour la peine de mort, mais je l'accepterai dans un cas. Lequel ? Dire l'âge d'une belle femme. Pas mal, ça. Il rit, ce garçon, en se retournant maintenant vers tout un petit groupe d'amis qui étaient là à écouter. J'écoute moi aussi, amusé, et connaissant l'obstination spécifiquement lombarde de Prandino, j'attends la réplique suivante de son ami serveur. Mais pour une fois, je vois ses yeux se rendre à la volonté d'Antonio, et ses pupilles bleu-vert s'emplir de mélancolie. Suivant la direction de son regard, je remarque que cette mélancolie est due à la silhouette sinueuse qui, après avoir monté d'un pas dansant les larges marches que gardent à droite et à gauche les 2 altiers lions de marbre qui veillent sur le village, ont-ils été mis là pour terroriser les Sarrasins prédateurs du passé, fait maintenant halte, presque pliée en 2, pour parler avec une jeune femme du lieu, courtaude et robuste, une serveuse ou une vendeuse dans des nombreux magasins de pantalons qui se sont dernièrement multipliés ici, qui ne se montre nullement impressionnée par elle. L'instant d'après, elle va jusqu'à lui plaquer 2 gros baisers sur le visage avant de s'enfuir. Elle vole avec plus de légèreté qu'avant à travers le tronçon élargi de la rue, qui s'ouvre comme un théâtre miniature de la Renaissance avec ses petites boutiques tout autour, et elle disparaît à droite dans une ruelle toujours plongée dans l'ombre. Près de moi, Prandino se tait. Peut-être sut-il lui aussi par l'imagination le parcours que trace cette apparition. Aussi bien, elle s'est arrêtée à regarder les vitrines et comme, d'après ce qu'a dit Antonio, c'est une habituée de Positano, elle sera en train d'échanger encore quelques mots avec Kabalevska, la Russe qui dessine des tissus, qui a accosté ici il y a 20 ans pour 3 jours de vacances et depuis n'en a plus bougé. C'est justement la réputation de Positano qui nous avait fait venir, à la suite du cinéaste Maselli et de son scénariste, Prandino Visconti, pour voir si ce lieu pouvait servir de toile de fond à l'histoire du film Glisbandati,
que nous étions en train d'écrire. Mais quelques heures avaient suffi pour nous convaincre que l'endroit était trop beau et empreint de magie pour une histoire comme la nôtre. On était justement en train de discuter de ça ce matin-là, en prenant l'apéritif à la Buca di Baccio, quand cette apparition nous avait distraits. Je me souviens de la phrase de Mazzelli, alors si spirituelle et ironique. « Mais on ne peut jamais être tranquille. À peine s'est-on convaincu que la société de masse a tout nivelé, voilà qu'apparaît une image du passé. Mais qui est-ce, Anna Karénine? Incroyable, elle te plaît, hein, Prando? Moi je préfère ces gamines modernes en blue jean, ça fait moins de problèmes, ou peut-être pas, mais au moins des problèmes nouveaux. » Son œil de cinéaste ne s'était pas trompé à propos de cette princesse Erika, car moi aussi, prise par le charme envoûtant de cette façon majestueuse de marcher parmi l'azur et l'or de ce bout de mer immense comme un océan, mais calme et silencieux comme un lac, le soir, les valises déjà faites pour retourner à Rome, profitant du temps du dîner que le réalisateur nous accordait, je demandai des renseignements à Giacomino, le patron du plus ancien restaurant de Positano, qui m'avait curieusement prise en grande sympathie et que, comme cela arrive parfois, j'avais l'impression de connaître depuis toujours. Et la petite princesse, ce n'est pas un mystère. Vous, les femmes d'aujourd'hui, vous avez pris trop au sérieux le travail, avec pour tout résultat de vous transformer en homasse. Sans vous offenser. Mais qu'est-ce que vous y gagnez à ces visages tirés et ces pantalons? Bah, ce ne sont pas mes affaires, le monde va vers la subversion. Elle doit avoir plus ou moins votre âge, 30, 32 ans. Je l'ai vue grandir, un été après l'autre. Toute petite, elle venait avec sa famille en voiture à cheval. Et oui, la route qui descendait jusqu'ici était alors une espèce de sentier, et le prince préférait laisser son auto là-haut à Santa Maria et louer une voiture à cheval. C'était un homme de tradition et de grande instruction. La disparition de cette femme a ramené le calme dans le groupe. Peut-être n'existe-t-elle pas. Peut-être est-ce un fantôme, me dis-je en écoutant Mazzelli parler. Cet endroit est trop pittoresque. Notre visite a été inutile. Nous devons rentrer tout de suite à Rome et nous remettre à la recherche du lieu qu'il nous faut, à nous et à nos personnages des Spandati. J'avais pensé que l'histoire pouvait se passer dans le sud, mais tu as raison, Prando. C'est dans le nord qu'elle doit se passer, rien que dans le nord, même si l'isolement de nos personnages par rapport au contexte historique de 44 aurait été plus justifié dans le sud. Allons faire nos valises et partons.